Le cœur d'Édouard battait comme un tambour de guerre quand il vit Clément trébucher dans l'escalier du lycée, son sac à dos ouvert laissant échapper un carnet intime aux pages froissées. « C'est fini, Édouard, on ne peut plus se cacher » murmura Clément d'une voix brisée, les larmes coulant sur ses joues pâles, tandis que les rires moqueurs des élèves du couloir semblaient soudain un cœur funèbre. Et dans cet instant suspendu, Édouard comprit que leur secret, tissé de nuits volées et de promesses chuchotées, allait éclater comme une grenade dans la lumière crue du jour. La pluie martelait les vitres du lycée Henri IV, transformant Paris en un tableau flou de gris et de reflets argentés. Édouard, 17 ans, au trait fin hérité d'une lignée de professeurs normands, se tenait immobile près de la fenêtre de la salle de physique, feignant de relire ses notes sur les ondes électromagnétiques. Mais son esprit vagabondait, comme toujours, vers Clément. Ce dernier, avec ses boucles brunes indomptables et ses yeux verts qui semblaient porter l'éclat des forêts de Bretagne d'où il venait, était assis 3 rangs plus loin, le dos voûté sur son pupitre. Leur amour était une ombre discrète, née un soir d'été 2 ans plus tôt, lors d'une sortie scolaire à Versailles. Ils avaient fui la foule des touristes pour s'abriter sous un bosquet, et là, sous les branches lourdes de glycine, leurs mains s'étaient frôlées, puis entrelacées, avant que leurs lèvres ne se rencontrent dans un baiser hésitant, chargé d'une urgence juvénile. Depuis, ils naviguaient dans ce labyrinthe de regards volés et de rendez-vous clandestins. Les couloirs du lycée, avec leurs murs lambrissés et leurs plaques commémoratives des gloires passées, étaient leur terrain de jeu secret. Édouard se rappelait encore la première fois où Clément l'avait attiré dans les toilettes du rez-de-chaussée, verrouillant la porte d'une main tremblante. « J'ai peur, Édouard, mais je t'aime tellement que ça fait mal » avait-il avoué, avant de l'embrasser avec une ferveur qui effaçait les doutes. Ces moments étaient des bulles de temps suspendues, où le monde extérieur, les blagues homophobes des footballeurs de terminale, les sermons moralisateurs des professeurs catholiques n'existaient plus. Pourtant, la peur les rongeait. Édouard, fils unique d'un magistrat conservateur et d'une pianiste mélancolique, savait que son coming out serait une sentence de déshéritage. Clément, élevé par une mère veuve qui travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis, craignait de briser le fragile équilibre de leur foyer. Ce matin-là, la tension était palpable. La veille, lors d'une fête clandestine dans un appartement du Marais, un ami commun, Lucas, les avait surpris en train de danser trop près l'un de l'autre, leur corps se frôlant au rythme d'une musique électro-lancinante. Lucas, avec son sourire carnassier et ses origines bourgeoises du 16e arrondissement, avait haussé les épaules en riant « Vos secrets sont en sécurité avec moi, les gars ». Mais Édouard n'y croyait pas. Lucas était du genre à collectionner les ragots comme des trophées, et ce regard complice qu'il avait échangé avec Marie, la reine des commérages de la classe, en disait long. La sonnerie retentit, libérant les élèves dans un tourbillon de sacs et de conversations bruyantes. Édouard attendit que la salle se vide pour s'approcher de Clément, qui rangeait ses affaires avec une lenteur délibérée. « On se retrouve à midi, derrière la bibliothèque » murmura Édouard, sa voix à peine audible par-dessus le bruit. Clément hocha la tête, un sourire fugace illuminant son visage fatigué. Mais au moment où Édouard passait la porte, il sentit un poids sur son épaule, la main de Lucas. « Édou, t'as l'air tendu. Problème avec ton meilleur pote breton ?» Le ton était léger, mais les yeux de Lucas brillaient d'une malice acérée. Édouard se raidit, balbutiant une excuse avant de s'éloigner, le cœur serré par un pressentiment funeste. Midi sonna sous un ciel plombé. Le jardin derrière la bibliothèque du lycée était un havre oublié, envahi par les rosiers sauvages et les bancs moussus. Clément y était déjà, adossé à un arbre centenaire, un livre de Baudelaire ouvert sur les genoux, un rituel pour masquer leur attente. Édouard s'assit à ses côtés, leurs épaules se touchant à peine, mais c'était suffisant pour que l'électricité crépitante de leur désir les enveloppe. « J'ai rêvé de toi cette nuit » confia Clément, sa voix basse comme un secret d'alchimie. « On était sur la scène, et tu me disais que rien ne pourrait nous séparer, pas même les étoiles. » Édouard rit doucement, effleurant du bout des doigts la main de Clément cachée par le livre. « Les étoiles sont jalouses de nous, c'est tout. » Leur conversation glissa vers l'avenir, ce mirage qu'ils osaient à peine effleurer. Édouard parlait de la Sorbonne, de ses rêves de littérature comparée, imaginant des nuits parisiennes où ils erreraient main dans la main le long des quais. Clément, plus pragmatique, évoquait l'école d'ingénieur de Centrale, mais ses yeux trahissaient le désir de tout abandonner pour peindre, pour capturer leur amour sur toile comme un tableau de Delacroix. Et si on fuyait? Juste toi et moi, vers la Provence, ou même l'Amérique, comme dans ces films où l'amour triomphe de tout. Les mots de Clément étaient un baume, mais Édouard secoua la tête. Pas encore. On doit survivre ici d'abord, dans cette ombre qui nous protège autant qu'elle nous étouffe. Soudain,
un craquement de branches les fit sursauter. Ils se séparèrent vivement, le cœur battant. Rien. Juste le vent dans les feuilles. Mais le mal était fait, la peur s'était insinuée, un serpent froid dans leur paradis éphémère. Ils se levèrent, se serrant brièvement dans les bras l'un de l'autre, un baiser chaste sur la tempe comme un serment. « Je t'aime » souffla Édouard. Plus que la vie elle-même. L'après-midi s'étira en cours interminable. En histoire, le professeur dissertait sur la Révolution française, sur les passions qui embrasent les foules, et Édouard ne pouvait s'empêcher de tracer des parallèles avec leur propre révolte intérieure. Clément, 2 rangs devant, griffonnait des cœurs entrelacés sur la marge de son cahier, un geste innocent qui, s'il était vu, pourrait tout détruire. À la fin du cours, comme il quittait la salle, Marie s'approcha d'eux, son parfum sucré envahissant l'air. « Clément, t'as vu les stories d'Insta ? Lucas a posté un truc hilarant sur le bal de promo. » Son sourire était trop éclatant, ses yeux trop scrutateurs. Clément pâlit légèrement, mais Édouard intervint d'un ton badin, « On s'en fout des stories, on a mieux à faire que scroller. » Pourtant, ce soir-là, dans la chambre aux murs tapissés de posters de Gainsbourg que partageait Édouard avec son frère aîné absent pour des études à Lyon, le doute le rongea. Il alluma son ordinateur, tapa frénétiquement le nom de Lucas sur Instagram. Rien d'anormal au premier abord, des selfies avec des bières, des citations de Camus sur l'absurde. Mais en scrollant plus bas, un story archivé attira son regard, une photo floue de deux au bal, avec un emoji clin d'œil et la légende secret de lycéen. Qui sait ce que la nuit réserve? Le sang d'Édouard se glaça. Était-ce une menace voilée? Il envoya un message à Clément, « Fais gaffe à Lucas. Il sait. » La réponse tarda, puis arriva comme un coup de poignard, « Il m'a coincé après les cours. Il veut qu'on se voie demain, seul à seul. Il dit qu'il a quelque chose à nous dire sur nous au point. » Édouard sentit le monde basculer. Leur ombre protectrice se fissurait, et au-delà, l'abîme les guettait. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Édouard et Clément évitaient les couloirs bondés, optant pour des trajets détournés vers les salles de classe. Leurs rendez-vous se réduisirent à des échanges de regards chargés de promesses, des notes glissées dans les casiers comme des missives d'un autre siècle. « Tiens bon, mon amour. On est plus fort que ça », écrivait Clément sur un post-it parfumé à l'herbe coupée. Édouard le serrait contre son cœur, le relisant jusqu'à l'usure du papier. Mais Lucas ne lâchait pas. Il multipliait les allusions, des clins d'œil en classe, des invitations anodines qui sonnaient comme des pièges. Un après-midi, lors d'une pause, il coinça Édouard près des distributeurs automatiques. « Écoute, Édou, je suis pas ton ennemi. J'ai juste vu des trucs. Et si on en parlait? Pas de jugement, promis. Je suis cool avec ça. » Le ton était presque sincère, mais Édouard y décelait une avidité, comme un chasseur flattant sa proie. « Laisse-nous tranquilles, répondit-il d'une voix ferme, quoique tremblante. Lucas haussa les épaules, un sourire en coin. Comme tu veux. Mais les secrets, ça pèse lourd, tu sais. Clément, de son côté, sombrait dans une mélancolie bretonne, évoquant les marées de sa terre natale qui emportent tout sur leur passage. Lors d'un rare moment volé dans le parc des Buttes-Chaumont, loin du lycée, il confia à Édouard, « J'ai l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie. On se cache, on ment, et pourquoi? Pour quelques baisers volés ?» Édouard le serra contre lui, inhalant l'odeur de terre humide de son pull. « Pour nous, Clément. Pour ce qu'on est l'un pour l'autre. Un jour, on marchera la tête haute, sous le soleil de Paris, et personne ne pourra nous arrêter. » Ce fut lors de la préparation du bal de fin d'année que la tempête éclata. Le lycée bourdonnait d'excitation, guirlandes lumineuses dans la salle polyvalente, playlist électro remixant du Daft Punk, robes et smokings alignés dans les couloirs. Édouard et Clément avaient décidé d'y aller ensemble, masqués par le rôle d'amis inséparables, dansant à distance respectable mais échangeant des regards qui brûlaient comme des braises. Mais Lucas, membre du comité d'organisation, avait d'autres plans. Il les invita à une répétition privée dans une salle annexe, prétextant un besoin d'aide pour les décorations. Ils y allèrent, le cœur lourd mais curieux. La pièce était sombre, éclairée seulement par une lampe de bureau et les reflets des guirlandes non branchées. Marie était là aussi, ainsi que 2 autres élèves, des suiveurs de Lucas. « Parfait, vous êtes là » lança Lucas avec un enthousiasme forcé. « On va tester l'ambiance. » Musique. Il appuya sur play, et une basse sourde emplit l'air. Clément et Édouard échangèrent un regard inquiet,
mais Lucas les poussa au centre. Dansez, les gars. Montrez-nous comment on fait à deux. C'était un piège. Au milieu de la piste improvisée, sous les hurreurs du petit groupe, Lucas s'approcha et murmura à l'oreille de Clément, « Avoue-le, ou je le fais pour toi. » Clément se figea, son corps raidi contre celui d'Édouard. Dans un élan de panique, il repoussa Lucas, trébuchant en arrière. Édouard, instinctivement, le rattrapa, et dans ce geste protecteur, leurs lèvres se frôlèrent un baiser accidentel, mais vu par tous. Le silence tomba comme une lame. Puis, l'explosion, rires étouffés, murmures choqués. Marie porta la main à sa bouche, feignant l'horreur. « Oh mon Dieu !» Clément s'arracha des bras d'Édouard, les larmes aux yeux. « C'est ta faute, Lucas. Tu nous as piégés. » Lucas recula, les mains levées en signe d'innocence feinte. « Moi ? C'est juste un baiser de théâtre, non ? » Mais le mal était fait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, SMS, Snap, Whisper dans les couloirs. Le lendemain, le lycée était un champ de mines. Des graffitis homophobes apparurent sur les casiers pédagogos tracés à la peinture rouge. Les professeurs, alertés, convoquèrent Édouard et Clément dans le bureau du principal, un homme aux lunettes sévères qui balbutia des mots sur la discrétion et la moralité scolaire. Chez Édouard, l'enfer familial s'ouvrit. Son père, le magistrat, rentra tôt, le visage rouge de colère après un appel anonyme. « C'est vrai ? Tu déshonores notre nom avec. » Ça, hurla-t-il, brandissant un journal local qui avait déjà eu vent de l'affaire via un parent influent. Sa mère, en pleurs au piano, ne dit rien, mais son silence était une condamnation. Clément, lui, trouva sa mère en larmes dans leur petit appartement de Belleville. « Mon fils, comment as-tu pu ? Les gens parlent, et moi, je dois affronter leur regard au travail. » Pas de gifle, pas de rejet total, mais une tristesse infinie qui brisa Clément plus que n'importe quel cri. Pourtant, dans la tourmente, leur amour se cristallisa. Ils se retrouvèrent en secret dans un café du quartier latin, sous les arcades de la Sorbonne, où les étudiants indifférents formaient un bouclier anonyme. « Je ne regrette rien, » déclara Édouard, prenant la main de Clément sur la table. « Toi et moi, c'est plus fort que leur jugement. » Clément, les yeux rougis, serra sa main en retour. « Mais ça fait si mal. J'ai l'impression d'avoir trahi tout le monde, même moi-même. » Ils parlèrent des heures, tissant des plans d'évasion, un été en Bretagne chez la grand-mère de Clément, puis peut-être une année sabbatique à voyager, sac au dos, comme des bohèmes modernes. Le chaos trao survint une semaine plus tard, lors d'une assemblée générale imposée par le lycée pour discuter des incidents récents. La salle était pleine à craquer, l'air chargé d'une tension électrique. Le principal bafouilla un discours sur la tolérance, mais les interruptions fusaient, huées des conservateurs, applaudissements sporadiques des progressistes. Édouard et Clément, assis au fond, sentaient les regards peser sur eux comme des chaînes. Puis, Lucas se leva, le visage blême. Dans un retournement inattendu, il prit la parole, « J'ai merdé. C'était moi qui ai tout balancé. Pas par haine, mais par jalousie. J'enviais leur courage, leur vérité. Pardonnez-moi. » Les mots tombèrent comme une bombe. Marie, à ses côtés, hocha la tête, avouant sa complicité passive. La salle explosa en murmures, puis en applaudissements hésitants. Ce geste de Lucas ou une trahison retournée en rédemption libéra quelque chose en eux. Édouard se leva à son tour, la voix tremblante mais claire, « Clément et moi, on s'aime. Et c'est pas un crime. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. » Clément le rejoignit, leurs mains entrelacées publiquement pour la première fois. Des sifflets retentirent, mais aussi des cris de soutien, « Vive l'amour !» Un professeur, une femme aux cheveux grisonnants, se dressa pour les défendre, évoquant les poètes maudits de la France éternelle. Les jours suivants furent un mélange de chaos et de renaissance. Des pétitions circulèrent pour punir les harceleurs, des articles dans Le Monde parlèrent d'un scandale positif au lycée Henri IV. Chez Édouard, son père, après une nuit de silence, convia Clément à dîner à un repas tendu, mais où des questions sincères émergèrent, « Qu'est-ce que tu ressens pour mon fils ?» Sa mère, quant à elle, composa une mélodie douce pour eux, un cadeau muet de compréhension. Clément et sa mère entamèrent une thérapie familiale, où les larmes coulèrent mais où l'amour filial se raviva. « Je suis fier de toi, mon breton » murmura-t-elle un soir, en l'étreignant. Le bal de fin d'année arriva enfin, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur histoire.
Édouard et Clément y entrèrent main dans la main, vêtus de smoking taillés sur mesure, un cadeau de la mère d'Édouard. La piste de danse, illuminée de guirlandes, devint leur domaine. Ils dansèrent un slow sur La vie en rose, ignorant les regards encore curieux, se perdant dans les yeux l'un de l'autre. Lucas, en retrait, leva son verre en un toast silencieux de pardon. Plus tard, sur le toit du lycée, avec Paris à leurs pieds et la tour Eiffel scintillant au loin, ils s'embrassèrent longuement, le vent de la nuit caressant leurs visages. « On a survécu à l'ombre, dit Édouard. Maintenant, vivons au grand jour. » Clément sourit, les larmes de joie perlant. « Et quel jour magnifique ce sera !» Leur amour, jadis caché, devint un phare. À la rentrée suivante, ils entrèrent à la Sorbonne ensemble, partageant un appartement minuscule près du Panthéon. Les années passèrent, marquées par des voyages la Bretagne aux marées apaisantes, la Provence aux champs de lavande, et même un été à New York, où l'énergie américaine infusa leur passion d'une audace nouvelle. Édouard devint écrivain, publiant un roman semi-autobiographique sur deux amants lycéens qui défient le monde. Clément, ingénieur le jour, peignait la nuit, ses toiles exposées dans des galeries du Marais. Des décennies plus tard, mariés depuis la légalisation, ils revenaient au lycée Henri IV pour des conférences sur la tolérance. Assis côte à côte, mains entrelacées, ils racontaient leurs gestes révélateurs, inspirant une nouvelle génération. L'amour n'est pas une ombre, concluait Édouard, c'est la lumière qui chasse toutes les ténèbres. Et Clément, avec son sourire éternellement juvénile, ajoutait, et dans cette lumière, on est enfin libre. Le souvenir de ce baiser sur le toit hantait encore Édouard lors des nuits d'insomnie qui suivirent le bal. Paris, ville des amours éternels, semblait soudain trop petite pour contenir la vastitude de leurs sentiments. Clément dormait à ses côtés dans leur lit étroit, sa respiration régulière un ancrage contre les tourments. Mais Édouard veillait, caressant du regard le profil de son amant, se demandant si la paix qu'ils avaient conquise était vraiment solide, ou si de nouvelles ombres guettaient. L'été s'annonçait clément, ironie du sort, avec ses terrasses bondées et ses promenades le long de la Seine. Ils décidèrent de passer les vacances en Bretagne, chez la grand-mère de Clément, une femme aux cheveux blancs comme la mer en hiver et aux yeux qui avaient vu des tempêtes bien pires que les leurs. « Venez, mes garçons, avait-elle dit au téléphone, sa voix rauque de sel et de tabac. La maison est grande, et les vagues lavent tout. » Édouard, nerveux à l'idée de cette immersion familiale, emballa ses affaires avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Le train pour Rennes fut une bulle de tendresse. Assis face à face, ils jouaient aux cartes, riant des tricheries flagrantes de Clément. « Tu triches comme un breton, avec ruse et charme, taquinait Édouard, avant de se pencher pour un baiser volé par-dessus la table. Un couple de retraités en face d'eux sourit avec indulgence, un signe que le monde, du moins celui des chemins de fer, s'habituait à leur normalité. La maison de la grand-mère, une bâtisse de granit accrochée aux falaises de Ploumanacach, exhalait l'odeur de l'océan et de la tourte aux pommes. Elle les accueillit avec des embrassades vigoureuses, inspectant Édouard comme un pêcheur évalue un filet. « T'es maigre, mon gars. Mange, ou les mouettes te piqueront. » Le premier dîner fut un festin, fruits de mer frais, cidre pétillant, et des histoires de marins disparus qui laissaient Clément ému, les yeux brillants. Édouard, fasciné, écoutait, sentant les racines de Clément s'enraciner en lui. Les jours s'écoulèrent en une symphonie de marches sur la plage, où les galets roulaient sous leurs pieds nus. Ils ramassaient des coquillages, construisaient des châteaux de sable éphémères, et parfois, quand la marée se retirait, ils s'allongeaient sur le lit d'algues, les corps enlacés sous le soleil couchant. « Ici, on est vraiment libre, » murmurait Clément, sa tête sur la poitrine d'Édouard. Pas de regard, pas de jugement. Juste nous et l'infini. Édouard acquiesçait, mais au fond de lui, un doute persistait, l'ombre du lycée n'était-elle qu'un prologue, ou le premier acte d'une tragédie plus vaste? Un soir, alors qu'ils rentraient d'une balade, la grand-mère les convoqua dans le salon aux meubles patinés. Une bouteille de lambigue l'eau-de-vie bretonne trônait sur la table, et son regard était grave. « Assieds-toi, Édouard. J'ai une histoire à vous conter, qui pourrait vous servir. » Elle raconta alors son propre amour caché, un marin basque, rencontré lors d'une foire aux bestiaux en 1945, au sortir de la guerre. On s'aimait en secret, dans les granges et les criques. La société nous haïssait, les familles nous maudissaient. Mais un jour, il m'a prise par la main devant le village entier, et on a fui vers Quiberon. On a vécu 30 ans ensemble, sans papier, sans nom. Et quand il est mort, emporté par la mer, j'ai su que c'était la plus belle vie possible. Ses yeux s'embuèrent, mais sa voix resta ferme. Votre geste au lycée, c'était du courage.
Ne le laissez pas s'effilocher. L'amour, c'est une tempête, il faut la chevaucher, pas la fuir. Ces mots touchèrent Édouard au vif. Cette nuit-là, lové sous les couvertures de Linrèche, il confia à Clément ses peurs les plus intimes. « Et si mon père ne pardonne jamais vraiment? Et si ta mère regrette un jour ?» Clément l'embrassa doucement, ses lèvres un baume. « Alors on affrontera ça ensemble. Comme on a affronté Lucas. » Leur étreinte se fit plus urgente, leur corps se mêlant dans une danse primitive, illuminée par la lune filtrant à travers les volets. C'était une célébration de leur résilience, un serment physique contre les doutes. Mais l'ombre revint sous forme de lettres. À leur retour à Paris, une enveloppe anonyme attendait Édouard dans son casier universitaire. À l'intérieur, une photo floue du baiser sur le toit du lycée, accompagnée d'un mot, la vérité a un prix. Rencontrez-moi, où tout le monde saura plus que vous ne le souhaitez. Le cœur battant, Édouard montra la missive à Clément. C'est Lucas? Ou pire? Clément blêmit. On doit savoir. Demain, au café de l'Absinthe, comme convenu. Le rendez-vous fut un cauchemar. L'homme qui se présenta n'était ni Lucas ni un camarade, c'était un ancien professeur de philosophie, Monsieur Duval, renvoyé du lycée pour comportement inapproprié des années plus tôt. Âgé, voûté, avec une barbe jaunie par le tabac, il sirotait un pastis en les toisant. « Je vous ai vu, ce soir-là. Et j'ai tout filmé. Pas pour nuire, mais pour partager. Les amours comme le vôtre méritent d'être immortalisés. » Édouard sentit la nausée monter. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Duval ricana. « Rien de sordide. Juste une interview pour mon blog anonyme sur les amours marginalisés. » Refusé, et cette vidéo atterrit sur YouTube. C'était une nouvelle trahison, plus insidieuse, celle d'un aîné censé protéger, qui se muait en voyeur. Clément, furieux, frappa du poing sur la table. « Vous êtes un monstre. Supprimez ça. » Duval haussa les épaules. « La liberté d'expression, messieurs. Réfléchissez-y. » Ils quittèrent le café en trombe, l'air parisien soudain étouffant. Cette nuit, leur lit devint un champ de bataille. Édouard pleura pour la première fois depuis l'enfance, accusant le monde d'ingratitude. Pourquoi on nous pourchasse toujours? Clément, impuissant, le berça comme un enfant. Parce qu'on brille trop fort. Mais on ne s'éteindra pas. Au matin, ils décidèrent de contre-attaquer, contacter un avocat ami de la famille d'Édouard, spécialisé en droit numérique. La procédure fut longue, stressante aux déclarations à la police, expertise technique mais elle les unit davantage, transformant la peur en force. Pendant ce temps, leur vie universitaire s'épanouissait. Édouard excellait en littérature, disséquant Proust avec une passion qui faisait rougir ses professeurs. Clément, en ingénierie, concevait des prototypes éco-responsables, ses nuits blanches partagées entre équations et croquis amoureux pour Édouard. Ils découvrirent le marais gay, avec ses bars au néon rose et ses fêtes où l'amour se dansait sans chaîne. Un soir, lors d'une soirée drag queen au Cox Bar, Clément offrit à Édouard une bague simple en argent, gravée éternelle. Pas un mariage, pas encore. Juste un vœu. Édouard, ému, l'embrassa devant la foule applaudissante. Pourtant, le conflit avec Duval culmina lors d'une confrontation finale dans un commissariat bondé. L'avocat, un homme sec et précis comme un scalpel, présenta les preuves, violation de privacy, chantage déguisé. Duval, acculé, craqua, avouant ses propres tourments à un amour perdu dans les années 80, étouffé par l'AIDS et la honte sociétale. Je voulais juste comprendre, balbutia-t-il. Clément, au lieu de haïr, tendit la main. Comprenez en nous aidant, pas en nous brisant. Duval promit de supprimer tout, et plus, il devint un allié discret, écrivant des articles anonymes plaidant pour la visibilité queer. Cette rédemption inattendue scella leur été. Ils partirent en Provence, louant une masse isolée près d'Avignon. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, un violet hypnotique sous le soleil impitoyable. Ils y marchèrent des heures, cueillant des bouquets pour parfumer leur peau. Une nuit, lors d'une fête villageoise, ils dansèrent un slow au son d'un accordéon, ignorant les regards curieux des locaux. Ici, on est des étrangers, mais aimés, nota Édouard. Clément rit. Partout où on est ensemble, on est chez nous. À la fin de l'été, de retour à Paris, ils apprirent que le lycée organisait une commémoration pour les pionniers de la tolérance. Édouard et Clément furent invités comme orateurs.
devant une salle comble, ils racontèrent leur histoire sans phare, les ombres, le geste, les trahisons. L'amour n'est pas caché par choix, mais par nécessité, conclut Clément. Et quand il se révèle, il illumine tout. Le public, ému, applaudit debout. Parmi eux, Lucas, désormais étudiant en psycho à Nanterre, s'approcha après. J'ai beaucoup réfléchi. Merci de m'avoir pardonné. Édouard l'étreignit. On pardonne pour guérir, pas pour oublier. Les années universitaires filèrent comme un TGV, emportant Édouard et Clément dans un tourbillon de découvertes et de défis. La Sorbonne, avec ses amphis gothiques et ses bibliothèques labyrinthiques, devint leur sanctuaire intellectuel. Édouard, immergé dans les méandres de la littérature queer de Wilde à Yourcenar, rédigeait des essais qui attiraient l'attention des revues littéraires. Un après-midi pluvieux, dans la salle des professeurs adjacente, il lut un extrait de son mémoire à un cercle restreint, « L'amour gay n'est pas une anomalie, mais le fil rouge de l'humanité, tissé dans l'ombre pour mieux briller au jour. » Clément, assis au premier rang, rayonnait de fierté, ses yeux verts comme des émeraudes sous la lumière tamisée. Clément, de son côté, excellait à Centrale, où ses projets sur les énergies renouvelables des éoliennes inspirées des voiles bretonnes lui valurent une bourse pour un stage à Stanford. L'annonce, lors d'un dîner improvisé dans leur appartement du VE arrondissement, fut un mélange de joie et de terreur. L'Amérique, Édouard. Silicon Valley, les plages de Big Sur. Mais 6 mois sans toi. Édouard posa sa fourchette, le cœur serré. C'est ton rêve. Vas-y. Et moi, je viendrai pour Noël, promis. Ils scellèrent le pacte d'un baiser salé par les larmes, leur corps se levant sur le canapé usé, écoutant du Brassens en boucle pour ancrer leur amour dans la tradition française. L'absence fut une épreuve de feu. Clément partit en juillet, bagages légers et cœur lourd, atterrissant à San Francisco sous un soleil californien qui contrastait avec le gris parisien. Les mai arrivaient quotidiennement, descriptions effervescentes de randonnées dans le Yosemite, de soirées geeks où il codait jusqu'à l'aube, mais toujours, une note de mélancolie. Ici, tout est grand, ouvert. Les gens affichent leur quérité comme un badge. Mais sans toi, c'est vide. Édouard, seul dans leur lit, répondait avec des lettres manuscrites un rituel romantique évoquant les quais de Seine, les croissants chauds du matin, et des fantasmes où il le rejoignait pour des nuits torrides sous les palmiers. Pour combler le vide, Édouard se lança dans l'écriture de son premier roman. Titre provisoire, Ombre révélée. Inspiré de leur histoire, il y dépeignait 2 amants lycéens naviguant trahison et passion, avec une sensibilité proustienne aux détails sensoriels, l'odeur de la pluie sur les pavés, le goût salé d'un baiser volé. Un éditeur de Gallimard, séduit par un extrait publié dans une revue, le contacta. C'est cru, émouvant, universel. Publiez-le. Édouard exulta, appelant Clément en pleine nuit californienne. On va être célèbre, mon amour. Mais le succès porte ses ombres. Lors d'une lecture publique à la Fnac Saint-Michel, un journaliste du Figaro posa une question piégée, votre roman sans l'autobiographie. Êtes-vous out pour de bon, ou est-ce fiction pure? La salle retint son souffle. Édouard, micro en main, répondit avec une dignité calme, c'est nous, Clément et moi. Et fièrement. Les applaudissements fusèrent, mais le soir, dans un bar du quartier latin, il s'effondra auprès d'un ami, et s'il me voit différemment maintenant? Exposé, vulnérable? Clément rentra pour Noël, allé et regonflé d'idées. L'aéroport Charles de Gaulle fut une réunion cinématographique, ils s'élancèrent dans les bras l'un de l'autre, ignorant les files d'attente, s'embrassant comme si le monde avait cessé d'exister. Tu m'as manqué comme l'air, souffla Clément, son accent breton plus prononcé par l'émotion. Ils passèrent les fêtes chez les parents d'Édouard, où le père, adouci par le temps, offrit à Clément un vieux vinyle de Piaf. Pour les amours qui survivent, grogna Théil, ému malgré lui. Le printemps apporta un nouveau conflit, la mère de Clément, diagnostiquée d'un cancer du sein. La nouvelle frappa comme un raz-de-marée. Clément, en stage prolongé, rentra précipitamment, laissant Stanford en plan. Les nuits à l'hôpital Saint-Louis devinrent leur routine, veillées au chevet, où la mère, affaiblie mais combative, serrait leurs mains jointes. Vous deux, vous êtes ma force, murmurait-elle entre 2 chimios. Édouard annula ses deadlines pour être là, cuisinant des potages bretons, lisant des poèmes de Verlaine pour apaiser ses souffrances. Cette épreuve révéla les fissures. Clément, épuisé, devint distant, accusant Édouard de ne pas comprendre la perte. Tu as tes parents, ton roman. Moi, je perds tout, hurla-t-il un soir, dans leur appartement.
Édouard, blessé, riposta, et moi, je perds toi, à force de te voir te noyer dans la peur. Ils se séparèrent pour une semaine, dormant chez des amis respectifs, le silence radio comme une torture. Mais l'amour, ce feu tenace, les ramena. Clément apparut un matin, fleur de mimosa à la main, un symbole provençal de résilience. Pardonne-moi. La peur me rend idiot. Ils firent l'amour lentement, redécouvrant leur corps comme un territoire reconquis. La mère de Clément entra en rémission au printemps suivant, un miracle attribué à la force de l'amour familial. Pour célébrer, ils organisèrent un pique-nique sur les berges de la Marne, avec la grand-mère bretonne venue en guest star. Rire, toast au cidre, et une danse improvisée où Édouard et Clément tournoyèrent comme des derviches, sous le regard attendri de leurs aînés. L'été les vit à New York, un cadeau de Clément pour le lancement du roman d'Édouard en traduction anglaise. La grosse pomme, avec son énergie brute et ses prides démesurées, les submergea. Ils logèrent à Greenwich Village, errant dans les rues pavées où Stonewall marquait encore les mémoires. Lors d'une lecture au Strand Bookstore, Édouard, nerveux devant un public cosmopolite, lut un passage sur leur premier baiser. Clément, dans la foule, pleura ouvertement, puis grimpa sur scène pour l'embrasser. C'est notre histoire, et elle est éternelle. Les applaudissements tonnèrent, et un agent les approcha. Un film ? Pourquoi pas ? De retour en France, le succès du roman propulsa Édouard dans les cercles littéraires. Invitation à Deauville, interview à France Inter. Mais la célébrité attira les vautours. Un ex-camarade de lycée, jaloux, diffusa des rumeurs sur Twitter où Édouard le mytho, son amour était du pipeau. Le harcèlement en ligne fut féroce, #FakeLoveGay. Clément, protecteur, posta une photo d'eux enlacés, vrai comme notre premier regard. Ignorer les trolls. Cette crise les fortifia. Ils adoptèrent un chat errant, un sphinx nu nommé Baudelaire, pour ancrer leur foyer. Les soirées se firent rituelles, dîner aux chandelles, lecture à voix haute, et des nuits où leur corps parlait le langage universel de la passion. Pourtant, une trahison plus profonde se profilait. Lors d'un festival littéraire à Lyon, Édouard rencontra Alexandre, un éditeur charismatique aux yeux bleus et aux bagous irrésistibles. Flirt innocent au début, vers partagé, compliment sur le style mais qui glissa vers des messages nocturnes. Tu mérites un amour qui te met sur un piédestal, écrivait Alexandre. Édouard, flatté par l'attention, répondit vaguement, mais le doute s'insinua. Clément le sentit. Qui sait, ce type qui t'appelle à 2 heures du mat, demanda-t-il un soir, voix tendue. Édouard mentit, juste du boulot. La graine de la discorde était plantée. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, mais dans le cœur d'Édouard, une tempête couvait. Les messages d'Alexandre s'accumulaient, un fil tentateur dans l'interface de son téléphone, invitation à des vernissages, analyse littéraire flatteuse, sous-entendu velouté. Viens à Bordeaux pour le salon du livre. On parlera de ton prochain roman. Et plus si affinité. Édouard effaçait, répondait poliment, mais le frisson de l'interdit le rongeait. Était-ce la routine avec Clément qui l'attirait vers ce danger ? Ou la peur latente que leur amour, si pur, ne soit pas assez pour l'éternité ? Clément, absorbé par un projet majeur à Centrale, un réseau d'éoliennes offshore pour la côte atlantique, rentrait tard, les yeux cernés par les écrans. Leur dîner se réduisait à des plateaux télé, des conversations hachées sur le boulot. T'es distant, nota Clément un soir, en caressant distraitement Baudelaire sur ses genoux. Édouard sursauta, coupable. C'est le stress du 2e livre. Rien de plus. Mais le mensonge pesait, une ombre familière. Le salon de Bordeaux fut le point de non-retour. Édouard y alla seul, prétextant une signature. Alexandre l'attendait au pied de l'escalier de la halle des Douves, un bouquet de roses thé à la main, un geste trop romantique pour un simple éditeur. Le dîner fut un tourbillon, vin bordelais, rire complice, et quand Alexandre effleura sa main sur la nappe damassée, Édouard ne retira pas la sienne. Tu es un feu, Édouard. Clément a de la chance, mais en a-t-il conscience ? Les mots étaient un poison sucré. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel anonyme, ils franchirent la ligne, un baiser fiévreux, des corps emmêlés dans une trahison impulsive. Édouard pleura après, le remords comme un acide dans les veines. C'était une erreur, murmura-t-il à l'aube, fuyant avant le réveil d'Alexandre. Le retour à Paris fut un calvaire. Clément l'accueillit avec un sourire fatigué, ignorant tout. Mais les signes étaient là, les regards fuyants d'Édouard, ses nuits agitées. Une semaine plus tard,
lors d'une dispute anodine sur les courses oubliées, la vérité éclata. Clément trouva le téléphone d'Édouard, vibrant d'un message « Reviens vite. On a à finir ce qu'on a commencé. » Ah. Le monde de Clément s'effondra. « Comment as-tu pu ?» Après tout, hurla-t-il, jetant l'appareil contre le mur. Baudelaire fila se cacher sous le lit, miaulant de détresse. Édouard s'effondra à genoux, les sanglots le secouant. C'était rien, un moment de faiblesse. Tu es tout pour moi. Mais Clément, le cœur brisé, ne voyait que la trahison. Un moment? Et nos promesses? Tu m'as trahi comme Lucas, comme Duval. Pire, parce que je t'aimais aveuglément. Il partit chez sa mère, emportant un sac et une douleur qui le pliaient en deux. Les jours suivants furent un enfer pour Édouard. Seul dans l'appartement, il errait comme un fantôme, relisant leurs lettres anciennes, écoutant les playlists qu'ils avaient créées ensemble du Léo Ferré larmoyant à du Phénix dansant. Il appela Alexandre, le somma de disparaître, c'était une erreur. Ne me contacte plus. L'éditeur, amer, ricana, les feux comme toi ne s'éteignent pas facilement. Appelle quand tu auras froid. Clément, chez sa mère en rémission, se confia lors de longues marches dans Belleville. Je l'aime encore, maman. Mais comment pardonner? Elle, sage des épreuves, répondit, l'amour n'est pas parfait. C'est un choix quotidien. Demande-toi si tu peux le refaire sien. Soutenu par des amis du Marais, Clément entama une thérapie, explorant ses insécurités nées du lycée, la peur d'être abandonné, d'être l'ombre d'Édouard le Brillant. Édouard, de son côté, écrivit. Des pages fiévreuses, un journal de remords où il disséquait sa faiblesse, la célébrité qui isole, le doute qui ronge. Il envoya des lettres à Clément, une par jour, excuses sincères, souvenirs tendres, promesses de changement. Sans toi, je suis incomplet. Reviens, et on reconstruira, pierre par pierre. Le chaos trao survint un mois plus tard, lors d'une tempête hivernale qui flagella Paris. Édouard, désespéré, se rendit à l'hôpital où travaillait la mère de Clément, ignorant la pluie qui le fouettait. Il attendit dans le hall, trempé, jusqu'à ce qu'elle descende. Dites-lui que je l'attends. N'importe où, n'importe quand. Elle, émue, promit de transmettre. Clément arriva 2 heures plus tard, parapluie inutile contre le déluge intérieur. Ils s'assirent sur un banc mouillé, face à face, les mots coulant comme l'averse. Pourquoi? Demanda Clément, voix brisée. Édouard raconta tout, la flatterie d'Alexandre, la peur de la routine, l'amour intact malgré tout. J'ai trahi ton corps, mais pas ton âme. Pardonne-moi, ou libère-moi. Mais sache que je t'aime d'une façon qui transcende les erreurs. Clément pleura, puis l'étreignit sous la pluie, leurs manteaux se collant comme à leur premier baiser lycéen. Je te pardonne. Mais on doit guérir ensemble. Plus de secrets. Ils rentrèrent enlacés, le chat les accueillant avec des ronronnements apaisants. La reconstruction fut lente, thérapeutique. Ils consultèrent un couple thérapeute, un duo lesbien au conseil franc. La trahison est une blessure, mais cicatrisable si on y met de la lumière. Ils réinventèrent leur intimité, week-end à la campagne, sans téléphone, cours de cuisine pour rire des ratés, et des nuits où ils parlaient jusqu'au bout de l'âme. Le printemps ramena la lumière. Le deuxième roman d'Édouard, Feu et cendres, explorait la trahison et le pardon, dédié à Clément, à celui qui m'a sauvé de moi-même. Lors du lancement, Clément lut un extrait, sa voix émue faisant taire la salle. C'est notre vérité, brute et belle. Pourtant, une dernière ombre plana, Alexandre, refusant l'oubli, contacta un tabloïd People, vendant une version déformée de leur affaire. Un article sordide parut, l'écrivain gué son coup d'un soir, scandale littéraire. Les réseaux s'enflammèrent, mais cette fois, unis, ils ripostèrent. Clément posta une vidéo, l'amour n'est pas un scandale. C'est une force. Soutenez-nous, ou passez votre chemin. Le backlash se mua en vague de soutien, signature de pétitions, message d'amour du monde entier. Alexandre, confronté à ses propres démons lors d'un procès pour diffamation, s'excusa publiquement. J'étais jaloux d'un amour que je n'ai jamais eu. Un pardon mutuel, distant, referma le chapitre. L'hiver suivant marqua un tournant décisif. À 30 ans, Édouard et Clément décidèrent de sceller leur union lors de la marche des fiertés, un mariage symbolique au milieu de la foule arc-en-ciel. Paris vibrait sous les bannières, la musique techno pulsant comme un cœur géant.
Vêtus de chemises blanches et de cravates brodées de cœur, ils échangèrent des vœux sous la colonne de la Bastille, dans l'ombre du lycée, « Tu as été ma lumière. Aujourd'hui, je promets de marcher avec toi au grand jour, éternellement. » La foule hurla de joie, des pétales de rose pleuvant du ciel. Leur vie s'épanouit en une tapisserie riche. Édouard publia une tétralogie sur les amours queer, traduite en 12 langues, son nom gravé dans les annales littéraires françaises. Clément lança une start-up d'énergie marine, Vague d'amour, dont les bénéfices finançaient des bourses pour jeunes LGBTQ+ en Bretagne. Ils adoptèrent un enfant, un garçon de 5 ans prénommé Léo, orphelin d'un drame familial, qui apporta à leur foyer un chaos joyeux, dessins sur les murs, questions incessantes sur pourquoi papa Édouard et papa Clément s'embrassent tout le temps. La famille s'agrandit avec la naissance d'une fille via GPA en Espagne, nommée Élise, aux boucles brunes comme son père breton. Les week-ends étaient des aventures, pique-niques au Luxembourg, voyages en train vers la Normandie pour cueillir des pommes, et des Noëls chez la grand-mère, où les histoires de marins se mêlaient aux contes de Léo. Mais la vie, impitoyable poétesse, réservait encore des épreuves. À 40 ans, Clément fut diagnostiqué d'une sclérose en plaques, une ombre rampante qui raidit ses membres, vola ses nuits de sommeil. C'est injuste, ragea-t-il un soir, en fauteuil roulant pour la première fois, face à la scène scintillante. Édouard, tenant sa main tremblante, répondit, l'injustice nous a forgés. On affrontera ça comme au lycée, ensemble. Ils adaptèrent leur vie aux rampes dans l'appartement, voyage en van aménagé vers des sources thermales en Auvergne. Léo et Élise, élevés dans l'amour inconditionnel, participaient, massage pour papa Clément, dessin de super-héros en fauteuil. Édouard écrivit un mémoire poignant, Vague immortelle, sur l'amour face à la maladie, qui remporta le prix Goncourt. Lors de la remise, Clément, soutenu par une canne sculptée, l'embrassa sur scène, tu rends nos ombres belles. Le public, en larmes, ovationna. Les années s'enchaînèrent, tissées de joies humbles, anniversaire au Marais, où ils dansaient encore sur La vie en rose, conférence au lycée Henri IV, où une nouvelle génération les acclama, et des nuits où, malgré la fatigue, leur corps se retrouvait dans une tendresse infinie. À 60 ans, Clément, confiné à un fauteuil high-tech, murmura un jour, « Si je pars le premier, promets-moi de ne pas t'éteindre. » Édouard, les yeux humides, répondit, « Jamais. Ton feu est en moi. » Clément s'éteignit paisiblement 2 ans plus tard, lors d'une marée haute en Bretagne, entouré de famille, un sourire aux lèvres comme pour leur premier baiser. Édouard, veuf mésentier, continua. Il fonda une fondation Ombre révélée, aidant les jeunes queers à naviguer leurs ombres. Léo devint activiste, Élise plasticienne, perpétuant l'héritage. Lors d'un retour au lycée, Édouard, cheveux blancs, tint une photo jaunie, eux deux, adolescents, main dans la main. Un geste a tout changé, dit-il aux élèves. Le vôtre peut changer le monde. Et dans le crépuscule de sa vie, Édouard savait, leur amour, né dans l'ombre, avait illuminé des vies innombrables. Un phare français, romantique et résilient, prouvant que l'humain, dans sa fragilité, touche l'éternel.